20 projets majeurs lancés en même temps et le rythme change. Autoroute et RN4 modernisées, péages automatisés, rénovation urbaine, distribution de carburant reprise à des opérateurs étrangers, accélération solaire, usines qui redémarrent, coton, minoterie, produits laitiers, détergents, et une modernisation rurale annoncée à 104 milliards de FCFA avec irrigation et aquaculture. Dans un pays jeune et longtemps dépendant des importations, chaque chantier devient aussi une promesse de cohésion, de travail et de souveraineté. Que se passe-t-il si Ibrahim Traoré tient ce pari? Tout l'équilibre régional bouge déjà, dès maintenant. La promesse est simple à formuler, mais risquée à exécuter. Transformer une série de chantiers simultanés en un système cohérent qui retient la valeur à l'intérieur du pays. Le bénéfice attendu tient en peu de mots. Moins de dépendance, plus de continuité économique. L'enjeu, lui, est plus large. Si les routes relient enfin les zones agricoles aux villes, si l'énergie alimente durablement l'industrie locale, si la transformation remplace l'export brut, alors la logique qui a longtemps vidé les caisses publiques peut s'inverser. Ce pari n'est pas présenté comme une croissance rapide, mais comme une stabilisation structurelle. Il vise à raccourcir les circuits, à réduire les sorties de devises et à créer des emplois visibles là où l'attente sociale est la plus forte. Sous le leadership d'Ibrahim Traoré, l'État assume un choix qui concentre le risque dans le présent pour desserrer les contraintes du futur. La question clé reste suspendue. Ce rythme peut-il être soutenu sans rupture financière ou politique? La mini-révélation tient en un chiffre et un contraste. Plus de 20 projets structurants sont lancés alors que le pays fonctionne depuis des années avec une marge budgétaire étroite. Ce n'est pas l'ampleur des défis qui est nouvelle, mais la rupture de méthode engagée sous Ibrahim Traoré. Là où le Burkina Faso avançait autrefois par ajustements fragmentés, il choisit désormais une reconstruction synchronisée. Pendant longtemps, l'économie a glissé dans un piège discret. Les routes se dégradaient plus vite que les budgets ne pouvaient les réparer. Les villes grandissaient sans réseaux adaptés. Les campagnes dépendaient presque entièrement de pluies erratiques. Le carburant, le blé, la farine et de nombreux biens essentiels étaient importés, provoquant une sortie continue de devises sans renforcement de la base productive nationale. Ce n'était pas un effondrement, mais une érosion lente suffisante pour affaiblir la confiance collective. Quand Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, l'État fonctionne encore, mais à son minimum vital. Les services publics existent, mais les systèmes qui les soutiennent sont usés par des décennies de dépendance aux financements extérieurs et à des cycles d'aide de court terme. La faiblesse principale n'est pas le manque de ressources humaines ou d'ambition, mais l'absence de cohésion entre les secteurs. Transport, énergie, agriculture et industrie évoluent côte à côte sans se renforcer mutuellement. C'est dans ce contexte que les 20 projets prennent leur sens. Ils ne sont pas conçus comme des symboles isolés, mais comme les pièces d'un même mécanisme. Les routes doivent soutenir l'agriculture. L'énergie doit stabiliser l'industrie. Les villes rénovées doivent absorber et organiser la main-d'œuvre. L'objectif n'est pas linéaire, et c'est précisément ce qui le distingue. La question devient alors inévitable. Comment un pays aux capacités financières limitées peut-il tenter en même temps ce que d'autres ont différé pendant des décennies? Le fil conducteur de cette transformation n'est pas un slogan, mais une série d'effets concrets observables sur le terrain. Dans les villes d'abord, les programmes de rénovation urbaine paraissent modestes à première vue. Curage des canaux, réfection de voiries secondaires, stabilisation de quartiers, amélioration du drainage. Pourtant, ces actions changent rapidement le quotidien. Des rues praticables réduisent les temps de trajet. Des marchés mieux desservis fluidifient l'échange. La prévisibilité revient, condition minimale de toute activité économique durable.
Ces chantiers urbains jouent aussi un rôle moins visible. En mobilisant de la main-d'œuvre locale, ils deviennent un espace d'apprentissage. Des milliers de jeunes acquièrent des compétences de base en construction, maintenance et logistique. Ce capital humain alimente ensuite les projets industriels et agricoles, créant une continuité entre ville et campagne. Depuis les centres urbains, la dynamique s'étend le long des corridors de transport. L'axe reliant Ouagadougou à Bobo-Dioulasso n'est pas seulement une route modernisée, il devient un lien économique, raccourcissant l'accès au marché, réduisant les coûts logistiques et reliant plus directement les producteurs aux consommateurs. Dans un pays enclavé, chaque kilomètre amélioré agit comme un levier. Cette approche révèle une logique claire portée par Ibrahim Traoré. Stabiliser d'abord les points d'ancrage, puis étendre la reconstruction vers l'extérieur. Les impacts initiaux ne se mesurent pas encore en croissance spectaculaire, mais en continuité retrouvée. Le sens devient alors évident. Sans ville stable, rien ne tient durablement. Le déclenchement ne commence pas par une annonce spectaculaire, mais par un changement de cadence. Avant, les projets avançaient un par un, soumis aux délais de financement et aux priorités externes. Après, plusieurs chantiers sont lancés en parallèle, créant une dynamique cumulative. Sous Ibrahim Traoré, l'État cesse d'attendre que chaque pièce soit parfaite pour engager la suivante. Il accepte une montée en charge simultanée avec tous les risques que cela implique. La première phase est celle de l'activation. Les corridors routiers sont identifiés comme des axes structurants. La modernisation de la RN4 et la mise en place de péages automatisés ne servent pas seulement à améliorer la circulation. Elles introduisent un mécanisme de revenu domestique destiné à l'entretien, réduisant la dépendance à des financements extérieurs imprévisibles. Le transport devient un outil de stabilisation budgétaire, pas uniquement une dépense. Vient ensuite la montée en puissance énergétique. La nationalisation de la distribution de carburant transféré d'opérateurs étrangers vers un contrôle national marque une rupture nette avec l'ancien modèle. Le carburant cesse d'être un simple flux extractif. Il devient une artère stratégique au service de la logistique intérieure. En parallèle, l'expansion solaire à Zina, Donsin et Tenkodogo commence à redessiner la carte énergétique. L'objectif n'est pas l'autarcie immédiate, mais une réduction progressive de la vulnérabilité. La troisième étape concerne l'industrie. Des usines longtemps dormantes redémarrent. Transformation du coton, minoterie, production laitière, fabrication de détergents, prix isolément, chaque redémarrage paraît modeste. Ensemble, ils modifient la logique économique. Au lieu d'exporter des matières premières à faible valeur ajoutée, le pays conserve une partie croissante de la chaîne de transformation. La valeur ne s'échappe plus systématiquement, elle circule. Cette circulation prépare la phase suivante, souvent sous-estimée, l'agriculture. Plus de 104 milliards de FCFA sont mobilisés pour la mécanisation, l'irrigation, l'amélioration des semences et le soutien vétérinaire. Le projet de Bagré transforme près de 900 hectares en cultures exploitables toute l'année. Les initiatives d'aquaculture en cage flottante réduisent la dépendance aux protéines importées. La sécurité alimentaire n'est plus traitée comme une urgence ponctuelle, mais comme une infrastructure. Les répliques de cette chaîne apparaissent rapidement. L'agriculture stabilisée alimente l'industrie agroalimentaire. L'industrie crée une demande de transport fiable. Le transport justifie l'entretien des routes et des péages. L'énergie soutient l'ensemble. Chaque élément renforce le suivant, formant une boucle fermée. Ce qui distingue cette séquence, ce n'est pas l'absence de risque, mais son acceptation assumée. Ibrahim Traoré engage l'État dans une trajectoire où l'échec partiel reste possible,
mais où l'inaction garantirait l'impasse. L'ancien modèle n'offrait plus de marge. Celui-ci en recrée une au prix d'une exposition immédiate. La question centrale s'impose alors. Cette synchronisation peut-elle tenir assez longtemps pour produire ces effets cumulatifs? La ligne de base est claire, puis l'écart apparaît. Avant, une économie largement importatrice vidait régulièrement ses réserves en devises. Après, une part croissante des flux commence à être retenue et recyclée à l'intérieur. Ce basculement ne se lit pas encore dans une croissance spectaculaire, mais dans trois indicateurs concrets qui structurent la trajectoire. Un premier repère apparaît: l'investissement agricole ciblé, annoncé à plus de 104 milliards de FCFA. La base était une agriculture majoritairement pluviale, exposée aux chocs climatiques et aux saisons irrégulières. Le delta tient à l'irrigation et à la mécanisation. Le projet de Bagré, par exemple, transforme près de 900 hectares en surfaces exploitables toute l'année. Cela ne multiplie pas instantanément les rendements, mais réduit l'incertitude. Une agriculture prévisible permet de planifier, d'emprunter et d'alimenter des unités de transformation sans rupture. Un deuxième repère se dessine: la capacité énergétique domestique en recomposition. La situation initiale reposait sur des opérateurs étrangers pour la distribution de carburant et sur une production électrique insuffisante pour soutenir l'industrialisation. Le changement repose sur deux leviers. D'une part, la reprise nationale de la distribution de carburant limite les sorties de valeur liées à l'extraction de profits. D'autre part, l'expansion solaire à Zina, Donsin et Tenkodogo ajoute une capacité progressive pensée pour stabiliser l'approvisionnement plutôt que pour atteindre une autonomie immédiate. L'électricité produite alimente directement les villes rénovées et les usines relancées, créant une continuité fonctionnelle. Un troisième repère s'impose: la transformation industrielle locale. Le point de départ était une économie exportant du coton, des céréales ou du lait sous forme brute. Le delta se mesure dans la réouverture d'unités de transformation. Le coton devient textile médical. Les céréales deviennent farine et bière. Le lait est transformé en fromage et en poudre. Chaque étape conserve une fraction supplémentaire de la valeur sur le marché intérieur. Même modeste, ces gains se cumulent. Un produit transformé localement génère des emplois, alimente le transport et renforce la demande énergétique. Ces chiffres ne prouvent pas encore une réussite définitive. Ils indiquent un changement de structure. Sous Ibrahim Traoré, l'objectif n'est pas de maximiser un indicateur unique, mais de déplacer plusieurs lignes de base en même temps. L'économie passe d'une logique d'évacuation de valeur à une logique de rétention progressive. L'effet le plus important reste indirect. Quand la valeur circule localement, elle finance l'entretien des routes, soutient les revenus urbains et stabilise les zones rurales. Ce mécanisme n'est pas spectaculaire, mais il est cumulatif. L'argument critique le plus solide repose sur deux points majeurs. Premier argument: lancer autant de projets en parallèle expose l'État à un risque de dispersion. Les budgets peuvent se tendre, la capacité administrative peut être dépassée et un seul maillon défaillant peut ralentir l'ensemble du système. Dans cette lecture, une approche plus graduelle aurait réduit les risques d'erreurs coûteuses et permis des ajustements progressifs. La synchronisation serait alors moins une force qu'une vulnérabilité. Deuxième argument: la symbolique politique de ces projets crée des attentes élevées. Si les résultats tardent, la déception peut être plus forte que dans un scénario de réforme modeste. Les infrastructures lourdes exigent maintenance, discipline et continuité. Sans gouvernance rigoureuse, les usines peuvent en manquer d'énergie stable, les routes d'entretien et les systèmes d'irrigation d'une gestion durable de l'eau.
Le risque n'est pas l'échec isolé, mais la fatigue collective face à des promesses perçues comme inachevées. Ces critiques sont cohérentes et fondées sur des précédents régionaux. Pourtant, la réponse apportée par la stratégie actuelle repose sur un contre-argument structuré. La fragmentation, plus que l'ambition, était le problème central. Des projets isolés auraient prolongé la dépendance, car aucun secteur n'aurait été assez solide pour soutenir les autres. La synchronisation vise précisément à réduire ce risque en créant des renforcements croisés. L'énergie soutient l'industrie. L'industrie crée des emplois. Les emplois stabilisent les villes. Les villes justifient l'entretien des routes. Dans cette logique, le danger principal n'est pas la simultanéité, mais l'absence de coordination. C'est pourquoi l'accent est mis sur des projets conçus comme des engrenages plutôt que comme des vitrines. Sous Ibrahim Traoré, l'État accepte une exposition immédiate pour réduire une vulnérabilité structurelle plus profonde. L'alternative n'était pas la sécurité, mais l'enlisement dans un modèle qui avait déjà montré ses limites. Ainsi, le débat se déplace. Il ne s'agit plus de savoir si le rythme est élevé, mais s'il est suffisamment cohérent pour produire des effets cumulatifs avant que les contraintes ne rattrapent l'élan. Le véritable basculement n'est pas le nombre de projets, mais leur agencement. Ce qui semblait au départ une accumulation hétérogène révèle une logique unique. Chaque chantier est pensé pour alimenter le suivant. La rénovation urbaine stabilise les villes, ce qui sécurise la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre soutient l'industrie relancée, qui crée une demande énergétique prévisible. L'énergie alimente la transformation locale, laquelle justifie l'entretien des routes et des péages. Ce changement de lecture modifie la perception du risque. Pris isolément, une autoroute, une centrale solaire ou une usine peuvent échouer. Pris ensemble, ils réduisent leur vulnérabilité respective. Le système ne repose plus sur un point unique, mais sur une boucle où les faiblesses sont amorties par les autres segments. C'est cette interdépendance qui transforme une série de projets en architecture nationale. Sous Ibrahim Traoré, la reconstruction n'est donc pas conçue comme une démonstration de force, mais comme une reprogrammation. L'État ne cherche pas à accélérer indéfiniment, mais à rendre chaque avancée nécessaire à la suivante. Le pouvoir ne vient pas de la vitesse, mais de la cohérence. À ce stade, une certitude s'impose. Le succès ou l'échec ne dépendra pas d'un projet emblématique, mais de la capacité du système à rester fermé et fonctionnel dans le temps. Les effets de cette reconstruction se lisent différemment selon les acteurs, mais ils convergent vers un même point, la réduction progressive des vulnérabilités. Pour l'État, le premier gain est budgétaire. Les péages automatisés et la reprise nationale de la distribution de carburant créent des flux de revenus internes. Ces ressources ne couvrent pas tout, mais elles introduisent une capacité d'entretien et de planification qui manquait auparavant. L'État passe d'un rôle de gestion de crise à celui d'architecte de système, avec une marge de manœuvre accrue face aux chocs externes. Pour les entreprises, la transformation est plus opérationnelle. Des routes plus fiables réduisent les coûts logistiques. Une énergie plus stable rend les investissements industriels moins risqués. Les unités de transformation redémarrées bénéficient d'un approvisionnement agricole plus prévisible, tandis que les producteurs locaux trouvent des débouchés réguliers. Cette continuité ne garantit pas une rentabilité immédiate, mais elle change les calculs. L'incertitude chronique recule, condition essentielle pour toute décision à moyen terme. Pour les citoyens, les impacts sont d'abord visibles dans l'emploi. Les chantiers urbains et routiers absorbent une main-d'œuvre jeune, longtemps confrontée au chômage ou à la précarité. Dans les zones rurales, l'irrigation et la mécanisation offrent quelque chose de plus précieux que des rendements ponctuels, la prévisibilité. Pouvoir
Planifier une année complète de production modifie le rapport au risque et renforce le lien entre communauté et institutions. Le sentiment de participer à un projet tangible transforme la relation à l'État. Pour la région, enfin, les conséquences dépassent le territoire national. Un pays capable d'assurer une partie de son alimentation, de son énergie et de son transport devient plus difficile à contraindre. Les partenaires extérieurs recalculent leurs leviers. Les voisins observent un précédent. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso n'affirme pas une invulnérabilité, mais il réduit le nombre de points de pression possibles. Cette évolution modifie la géométrie des négociations régionales. Ses conséquences ne sont ni instantanées ni garanties. Elles dépendent de la continuité de l'exécution et de la capacité à maintenir la cohérence du système. Mais elles dessinent déjà une réalité nouvelle. Chaque projet produit un effet direct et un effet d'entraînement. D'abord, l'hypothèse la plus sobre repose sur la continuité sans accélération. Les chantiers avancent à un rythme inégal, certains livrés, d'autres ralentis par des contraintes techniques ou budgétaires. Les routes améliorées commencent à réduire les coûts logistiques, l'énergie solaire stabilise partiellement l'approvisionnement, et l'industrie locale consolide ses redémarrages sans encore changer d'échelle. Dans ce cadre, les gains restent modestes mais réels. La valeur est mieux retenue, l'emploi progresse par poche et la confiance s'installe lentement. Sous Ibrahim Traoré, ce scénario valide la cohérence du système sans produire de rupture spectaculaire. Ensuite, une hypothèse plus favorable suppose une coordination plus fluide entre secteurs. L'énergie soutient davantage les unités industrielles. L'agriculture irriguée alimente régulièrement la transformation et les péages génèrent des recettes suffisantes pour l'entretien. Les effets cumulés deviennent visibles. Les entreprises locales investissent prudemment, la formation technique s'intensifie et les chaînes de valeur internes se densifient. Dans cette trajectoire, le pays commence à réduire sensiblement ses importations sur certains segments, ce qui améliore la résilience budgétaire. L'État gagne en crédibilité régionale, non par discours, mais par résultat. Enfin, l'hypothèse la plus délicate met en lumière les fragilités. Une défaillance énergétique, un retard prolongé sur des axes clés ou une tension budgétaire peuvent casser la synchronisation. Les projets étant interdépendants, un blocage se répercute rapidement. L'entretien insuffisant des infrastructures ou une gouvernance affaiblie peuvent transformer l'élan en charge financière. Dans ce cas, les attentes élevées amplifient la déception et la dynamique politique devient plus difficile à maîtriser. Ces scénarios partagent un point commun. Aucun ne dépend d'un projet isolé. La variable décisive est la cohérence dans le temps. Si les liens entre agriculture, énergie, transport et industrie tiennent, même une progression lente peut produire des effets cumulatifs. Si ces liens se rompent, la simultanéité devient un handicap. La recommandation de fonds est donc conditionnelle. Si l'exécution reste disciplinée et l'entretien prioritaire, alors le système peut se renforcer. Sinon, les risques structurels refont surface. Le choix n'est pas entre vitesse et prudence, mais entre coordination durable et fragmentation. Pour le public, ces transformations ne sont pas abstraites. Elles se traduisent par des changements concrets dans la manière de travailler, de se déplacer et de planifier l'avenir. Pour les jeunes urbains, les chantiers offrent des emplois temporaires, mais surtout une première insertion. Apprendre un métier, même sur un projet de courte durée, modifie les trajectoires individuelles. La construction, la maintenance et la logistique deviennent des passerelles vers une stabilité relative. Pour les petits entrepreneurs, l'amélioration des routes et de l'énergie réduit des coûts invisibles mais lourds. Moins de coupures, moins de retards, plus de prévisibilité. Ces éléments changent la manière de calculer un investissement, même modeste. Une boutique, un atelier ou une unité de transformation locale peut fonctionner sur un horizon plus long qu'une saison.
Pour les communautés rurales, l'irrigation et la mécanisation modifient la relation au temps. Produire toute l'année, ou presque, permet de sortir d'une logique de survie saisonnière. La possibilité de vendre à des transformateurs locaux renforce le sentiment d'utilité économique et réduit la dépendance aux intermédiaires. Sous Ibrahim Traoré, ces impacts n'ont pas encore la forme d'un bouleversement social, mais d'une accumulation silencieuse. Chaque amélioration réduit un peu l'incertitude quotidienne. Chaque revenu plus stable renforce le lien entre citoyens et institutions. Deux gestes que simples deviennent alors pertinents pour le spectateur. Observer les projets qui tiennent dans la durée et distinguer ceux qui créent des chaînes locales de ceux qui restent isolés. Comprendre cette différence permet de lire l'avenir non à travers les annonces, mais à travers les effets répétés sur la vie ordinaire. La reconstruction ne demande pas seulement des infrastructures. Elle exige une attention continue de ceux qui en vivent les conséquences. La durabilité de cette trajectoire dépend moins de nouvelles annonces que de décisions opérationnelles claires. Une première piste concerne la priorisation de l'entretien. Routes, réseaux d'irrigation, centrales solaires et usines ne produisent de valeur que si leur maintenance est intégrée dès le départ. Allouer des ressources dédiées, issues notamment des péages et des recettes énergétiques, permet de transformer des actifs en systèmes durables, plutôt qu'en charges futures. La deuxième piste touche à la coordination institutionnelle. Chaque projet gagne à être relié explicitement aux autres par des calendriers et des objectifs communs. L'énergie doit précéder l'industrie. L'industrie doit absorber la production agricole et le transport doit relier l'ensemble sans rupture. Cette synchronisation réduit les goulets d'étranglement et limite les pertes d'efficacité. Sous Ibrahim Traoré, la cohérence administrative devient un levier aussi important que le financement. Troisième piste, l'investissement humain. Les milliers de travailleurs mobilisés sur les chantiers constituent une ressource stratégique. Former, certifier et réemployer cette main-d'œuvre renforce la capacité nationale sans coûts excessifs. Le capital humain stabilise les projets bien après la fin des travaux visibles. Quatrième piste, la transparence des résultats. Mesurer ce qui fonctionne, reconnaître ce qui ralentit et ajuster sans surenchère symbolique protège la crédibilité du projet. Des indicateurs simples, partagés publiquement, ancrent la reconstruction dans le réel. Enfin, la cinquième piste concerne l'ancrage régional. Coopérer sans dépendre, diversifier les partenariats et préserver une marge de décision autonome permettent d'amortir les chocs externes. Ces étapes ne garantissent pas le succès. Elles augmentent cependant la probabilité que les gains observés deviennent structurels. La reconstruction ne se joue pas seulement dans le béton, mais dans la capacité à gérer le temps long. Le rappel revient aux villes, là où tout a commencé. Des rues réparées, des marchés plus accessibles, des axes qui ne se coupent plus après chaque saison. Ce décor ordinaire est devenu le symbole discret de la transformation. Ce ne sont pas les annonces qui ont changé le quotidien, mais la continuité retrouvée. Quand les routes tiennent, quand l'énergie suit, quand le travail ne s'interrompt pas sans prévenir, la confiance revient par petites touches. Ce fil relie l'ensemble du récit. La rénovation urbaine a servi de point d'ancrage. Elle a préparé la main-d'œuvre, stabilisé l'espace public et rendu possible les étapes suivantes. De là, l'économie a commencé à respirer autrement. L'agriculture a trouvé des débouchés. L'industrie a gagné une base. Le transport a cessé d'être un frein. Le motif est simple mais puissant. Sans stabilité locale, aucun projet national ne dure. Sous Ibrahim Traoré, cette reconstruction ne cherche pas à impressionner par la vitesse, mais à convaincre par la cohérence. Le changement le plus profond n'est pas encore mesurable en chiffres définitifs. Il se lit
dans la manière dont les citoyens projettent leur avenir à court terme, avec moins d'incertitude qu'avant. La phrase qui s'impose alors comme un point d'arrêt est claire: la continuité vaut plus que la promesse. Au terme de ce parcours, une image domine, celle d'un pays qui tente de reprendre la main sur des leviers longtemps considérés comme hors de portée. Routes, énergie, agriculture et industrie ne sont plus présentés comme des secteurs séparés, mais comme des choix de société. Cette approche ne promet ni miracle rapide ni certitudes absolues. Elle propose une autre manière de mesurer le progrès par la réduction des dépendances et l'augmentation de la marge de décision collective. Sous Ibrahim Traoré, la reconstruction devient ainsi un langage politique autant qu'économique. Elle parle de souveraineté concrète, de travail visible et de continuité plutôt que de slogans. Pour certains observateurs, cette trajectoire reste fragile. Pour d'autres, elle ouvre un précédent qui dépasse largement le Burkina Faso. Dans tous les cas, elle oblige à reconsidérer ce qui semblait impossible il y a encore peu de temps. La réflexion ne s'arrête pas ici. Parmi les projets évoqués, lequel vous paraît le plus déterminant à long terme? L'énergie, l'agriculture, l'industrie ou les infrastructures urbaines? Et selon vous, quel facteur pèsera le plus sur leur réussite durable? La gouvernance, le financement ou l'adhésion sociale?